Pour ma part, là, je voudrais vous faire part de recherches qui concernent un objet empirique et donc qui, à mon avis, concerne un domaine qui est assez peu étudié. Vous connaissez sans doute la fameuse phrase de Simone de Beauvoir dans son livre paru en 1947 ou 9, je ne me souviens plus, Le deuxième sexe. Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle voulait signifier par là, par cette formule choc qui a été très souvent reprise, tout ce que masculinité et féminité doivent à la socialisation des personnes, aux constructions sociales, pour bien faire comprendre que les qualités ou les dites masculines ou féminines n'étaient pas des faits de nature, mais des constructions sociales. Tous les chercheurs en sciences sociales, depuis de nombreuses années, s'accordent sur ce point, sont d'accord. Mais ce qui est plus paradoxal, c'est que la recherche est très peu avancée sur le comment ça se passe. Quelles sont les modalités concrètes par lesquelles, dans la société, et dans chacune des sociétés de manière très différente, à l'intérieur de la famille, de l'école, les parents, la fratrie, les instituteurs, les copains, les copines, les médias, comment toutes ces instances de socialisation, comme disaient les sociologues, se font, elles organisent la transmission des normes définissant ce qui, dans une société donnée, et doit faire une fille ou doit faire un garçon. Ces modalités sont très mal connues, je dirais c'est encore le continent noir de nos connaissances. Comment expliquer l'extrême variabilité de la distribution, je dirais, des individus selon le genre, depuis, je dirais, l'extrême féminité jusqu'à l'extrême masculinité. Depuis quelques années, les anthropologues et les sociologues de nos sociétés travaillent sur l'analyse de ces processus sociaux avec des outils théoriques et des méthodes propres à leur tradition disciplinaire. Il se trouve que j'ai participé à 2 enquêtes collectives, l'une avec des anthropologues et l'autre avec des sociologues. Et donc, je voudrais vous présenter un petit peu leurs orientations méthodologiques et quelques-unes de leurs analyses, en commençant d'abord par l'anthropologie. Alors, pour l'anthropologie, évidemment, une des traditions disciplinaires, c'est les études concernant les initiations, les initiations masculines-féminines. Mais pour ce qui concerne les sociétés européennes, comme bien d'autres de par le monde, nous savons que ce sont des sociétés sans initiation, c'est-à-dire sans un ensemble de rites, de cérémonies qui dramatisent et produisent explicitement une distinction de sexe et des âges à l'âge de la puberté. Dès lors, comment cette initiation, si je puis dire, s'opère-t-elle ? La tradition donc anthropologique nous invite à être sensibles, attentifs aux expériences sensibles collectives propres à l'un et l'autre sexe pendant ce temps particulier que nous appelons aujourd'hui l'adolescence. Comment les identifier alors qu'elles ont pour caractéristique dans nos sociétés d'être invisibles et que leur caractère collectif n'est pas immédiatement évident ? Daniel Fabre, anthropologue français de l'École des hautes études pour les garçons, et Yvonne Verdier, ethnologue décédée aujourd'hui pour les filles, ont fait ce travail, ont identifié des techniques, des pratiques, des lieux qui, dans le monde rural, maintenant disparu, permettent le passage des garçons à l'âge d'homme et des filles à l'âge de filles bonnes à marier. Du côté des garçons, Daniel Fabre a mis en évidence le rôle de l'exploration du monde naturel dans la formation des garçons et des jeunes gens. Il a identifié pour eux, pour les jeunes garçons, leur familiarité avec le monde naturel et en particulier avec les oiseaux, l'activité de dénichage, d'apprivoisement étant très largement partagée entre eux à l'époque qui précède celle où ils délaisseront cette activité d'enfant pour participer à la chasse. Il a écrit cela dans un très bel article publié dans l'Homme qui s'appelle « La voix des oiseaux ». Quant à Yvonne Verdier, elle a mis en évidence le rôle de l'apprentissage de la couture et de la broderie, rouge sur blanc, qui, à l'âge de la puberté, prépare la fille à ce long temps d'attente qu'est la confection de son trousseau de mariage, une étape
dont elle montre qu'elle est une étape majeure dans la vie des jeunes filles de la campagne, telles que si pour une raison ou une autre, pauvreté, mort de la mère, naissance illégitime, elle n'avait pas pu vivre pleinement cette période, elle n'avait de cesse d'essayer par la suite de rattraper ou de raccommoder cet accroc dans sa vie de femme, comme j'ai pu personnellement le vérifier sur un autre terrain que le sien, et j'ai découvert exactement les choses qu'elle avait dites avant moi. C'est un lieu symbolique imposé, le trousseau. C'était aussi celui où une femme pouvait affirmer son propre destin en rejetant la coutume et en s'affirmant rebelle. Le caractère collectif de cette pratique ne saute pas aux yeux, chaque fille y travaillant dans sa propre maison, dans un rapport étroit avec sa mère. Ces travaux sur la construction sociale de la masculinité et de la féminité menés dans les années 70-80, à partir de terrains ruraux précis et observés minutieusement, ont permis, en mariant anthropologie et histoire, de mettre en évidence la symbolisation de la distinction de sexe et ses transformations, qui se fait donc de manière invisible. C'est pourquoi Daniel Fabre a parlé de l'initiation invisible de nos sociétés. Les filles, aujourd'hui, ne manipulant plus ni les aiguilles ni le fil, ne faisant plus de trousseau, on peut se demander par quel processus se fait l'accès à la féminité et à la masculinité dans les sociétés contemporaines, urbaines, scolarisées de manière mixte, ouvertes au monde par le biais des nouveaux moyens de communication et dont la stratification sociale est bien plus complexe que le monde rural décrit jusqu'alors. Comment identifier des lieux, des temps, des techniques propres à l'un ou l'autre sexe, permettant ces expériences sensibles collectives différenciées? C'est cette question très générale et difficile que je me suis posée avec d'autres et à laquelle j'ai essayé de proposer une réponse partielle en travaillant sur un tout autre thème contemporain, celui de l'écriture ordinaire féminine. Effectivement, un travail collectif sur l'anthropologie de l'écriture mené par le Centre d'anthropologie de Toulouse au début des années 90 m'a permis, un peu fortuitement, de découvrir cette piste. Les chercheurs toulousains avaient choisi d'analyser diverses formes d'écriture ordinaire des Français, celles dont ils usent dans la vie quotidienne, hors du cadre des écritures obligées, scolaires ou professionnelles. Plusieurs terrains différents mais convergents ont permis de mettre en évidence la spécificité des attitudes des jeunes filles et des femmes s'agissant des écritures domestiques, ainsi que le lien entre écriture de soi et production de la féminité. En effet, ces écritures féminines présentent la caractéristique de se limiter aux âges auxquels elles sont associées. Tout d'abord, au moment de l'adolescence. Dès le tout début de l'adolescence, les filles écrivent leur journal intime, tiennent des classeurs de stars, remplissent des carnets d'anthologie de citations, des cahiers de poèmes, entretiennent de multiples correspondances avec des proches, des inconnus. Elles confectionnent également des cahiers d'amitié. Que signifie cette intense activité d'écriture ? En ce qui concerne le journal intime, on peut se fonder sur une enquête sociologique de grande ampleur sur l'écriture des adolescents qui a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1400 collégiens de l'Académie de Rouen, issus de milieux sociaux très divers. La différence entre les filles et les garçons y est très forte. Elle transcende les clivages sociaux et scolaires. La pratique féminine est presque aussi intense dans les collèges de banlieue, c'est-à-dire milieux très modestes, que dans les collèges du centre-ville chez les filles. 70% d'entre elles ont tenu un journal intime, ou 71%, milieu bourgeois, milieu modeste. Alors que celle des garçons se situe respectivement entre 7,8% pour les milieux modestes et 21% pour les milieux bourgeois. La différence entre filles et garçons est flagrante et on voit que l'âge d'entrée en écriture de soi est précoce, généralement en CM1. L'âge modal est de 10 ans. Et si elle est parfois déclenchée par un événement familial, la séparation des parents, la naissance d'un cadet, dans la majorité des cas, c'est le cadeau de l'objet lui-même qui provoque la prise d'écriture. Comme le remarque un de mes collègues de l'école, Jean-Pierre Albert, le journal intime de la fillette semble donc aujourd'hui une véritable institution,
comme le montre d'ailleurs l'objet lui-même, qui fait partie des cadeaux privilégiés de cet âge, avec les beaux papiers à lettres, 56% des filles en possèdent contre 16% des garçons. Ces cadeaux, vous voyez, sont à la fois expression et prescription d'une identité féminine juvénile fondée sur l'éducation d'une attention à soi, d'une intériorité, on parlait de ça tout à l'heure, sur le développement d'une vie intérieure marquée par ce que des sociologues appellent la culture des sentiments, entre guillemets, et par un sens esthétique intériorisé que l'on cherche chez les filles à épanouir avec les cours de danse et la musique qui, en général, sont donnés ou proposés aux petites filles en même temps. Écrire son journal est pour une adolescente une manière d'affirmer son altérité, la constitution de son moi. Mais ce moi se constitue souvent dans un échange privilégié avec un père, P-A-I-R, une amie de cœur, à qui certaines pages du journal sont révélées. Le journal intime est abandonné assez vite, tandis que se développent hors du cadre domestique de la maison, à l'école, d'autres formes d'écriture. Et c'est ainsi que se développe aussi, donc, à l'école, une autre forme d'écriture qui a pu être étudiée aussi par des sociologues au Japon. Les fillettes se livrent à une pratique étudiée par la sociologue japonaise Honda Masuko. Deux filles d'une même classe, en fin d'école primaire, décident d'échanger un cahier dans lequel elles écrivent à tour de rôle leurs secrets, ce qui implique l'engagement dans une amitié forte qui peut se poursuivre pendant plusieurs années. Les cahiers expriment le monde scolaire et familial des fillettes, leurs anxiétés d'adolescentes. Ils deviennent les témoins de leurs émois amoureux, mais aussi de l'affirmation tranchée de leur goût, en particulier pour les idoles du spectacle et de la chanson. Comme la plupart de ces écrits de l'adolescence, les scriptrices sont à la fois très préoccupées par le désir d'être comme tout le monde et par celui contradictoire de se définir. Cette pratique concerne également en France des adolescentes plus âgées, comme le révèle une belle enquête qui a été menée par un de mes collègues toulousains, auprès de lycéennes à Toulouse. Avouez que c'est étonnant et significatif d'observer des pratiques à ce point semblables au Japon et à Toulouse. À l'écriture solitaire de ces cahiers d'amitié, à destinataire unique, celle des cahiers de poèmes, des classeurs de stars de cinéma, de la chanson. S'ajoutent celles-là, ces autres formes d'écriture. Ainsi, une doctorante toulousaine a observé pendant une année un groupe d'adolescentes âgées de 12 à 15 ans d'une cité de Gitans, près de Carcassonne, dont elle a consulté les cahiers de poèmes qui sont écrits collectivement. L'une lance une rime, l'autre écrit, ce qui, bien entendu, relate une histoire amoureuse. Ce qui est frappant ici, c'est la conscience claire que ces adolescentes ont de l'enjeu de leurs écritures. Que disent-elles ? Toutes ont commencé à écrire en entrant au collège. D'abord parce qu'au collège, ce type d'écriture est fortement institutionnalisé chez les filles. Je cite, « Écrire, ça me fait sentir plus fille », déclare l'une d'elles. « Avant, j'étais plus garçon, alors qu'écrire, c'est un truc de fille. Alors tu me disais, écris un poème, je t'aurais dit, va voir quelqu'un d'autre. Pour moi, les poèmes, c'était nul. Moi, avant, c'était le foot, le foot, le foot. J'ai commencé à écrire des poèmes quand j'ai commencé à jouer avec les filles. Plus précisément, l'entrée en collège est associée à un véritable passage. En sixième, on devient grand, on prend une personnalité, dit l'une. On a changé, c'est plus pareil qu'en primaire, on a grandi, dit l'autre. L'une est encore plus explicite et les autres l'approuvent. On entre au collège, on a ses premières règles et tout. L'entrée au collège, les premières règles, l'écriture du sentimental, ces trois moments sont associés pour signifier l'accès à un nouveau statut féminin. Pour ce groupe de filles gitanes, l'écriture s'arrête avec l'école à 15 ans et 3 mois, âge légal au mariage, ce dernier marquant la fin et le couronnement de leur apprentissage de sexe. Elles se marient en effet très tôt et cessent dès lors toute écriture en décrétant qu'elles sont illettrées. Journal intime, cahier d'amitié, cahier de poèmes, classeur de stars. D'autres chercheuses aussi, dont je pense à une italienne, ont travaillé sur la correspondance très majoritairement féminine avec l'inconnu, c'est-à-dire, vous savez, ces lettres qu'on envoie à l'idole de télévision ou de la chanson qu'on ne connaît pas, mais à qui on écrit. Donc, vous voyez, il y a des formes d'écriture secrètes tournées sur l'attention à soi. La deuxième est plus ludique, avec les copines, tournée sur la complicité, disons, dans le cadre scolaire.
La troisième aussi est ludique, elle joue sur la distance avec le destinataire. Mais les trois sont des écritures de l'attente, le lieu d'expression de rêveries amoureuses, des amours de papier et d'images, où les mots permettent un jeu constant entre présence et distance de l'objet d'amour. Les stars se situent à la distance maximale, les garçons de la classe avec lesquels s'échangent des regards, des mots, parfois des baisers, sont réduits le plus souvent à des prénoms sur un papier, mais la présence qui déchaîne les passions les plus vives est celle si proche de l'ami de cœur, l'ami IE de cœur. Ami de cœur, ami de papier, ami lointaine. Le jeu sur la présence de l'objet d'amour se double, on le voit, d'un jeu sur le sexe de la personne aimée. Car les drames les plus vifs sont les drames avec la personne de même sexe. Ces diverses écritures sont l'expression d'un moi des demoiselles. Alors je prends cette expression qui est le titre d'un livre magnifique écrit par un collègue qui a travaillé sur le journal intime, Philippe Lejeune, tout entier occupé à attendre, rêver, ressentir les émois de la rencontre fatidique avec l'homme de leur vie. Elles ne prennent fin qu'avec la rencontre réelle de l'amoureux. Le journal intime est abandonné, le plus souvent détruit, brûlé, parce qu'il devient le témoin gênant d'un état périmé, ou voulut-elle. Son élimination matérielle devient alors une manière symbolique de marquer les étapes franchies. Il est significatif qu'on ne jette pas un journal intime, mais qu'on le brûle. Les classeurs de stars disparaissent vers 12 ans, les cahiers d'amitié se terminent avec l'école, après 18 ans, la correspondance avec l'inconnu est terminée, de sorte que l'écriture nouvelle, celle de l'écriture de la correspondance amoureuse, est vécue dans une discontinuité assumée avec toutes celles qui l'ont précédée. Elles inaugurent un temps hautement valorisé, celui du couple, prélude au mariage et à la maternité. Alors, on ignore maintenant, parce que les enquêtes n'ont pas été faites, tout ce qui se joue autour de la correspondance par téléphone mobile, SMS, etc., et mail. Donc, j'attends de trouver des chercheurs qui s'intéresseraient à ça. Mais tout cela, toutes ces écritures sont abandonnées au moment où les femmes deviennent mères. Et là encore, on a découvert une autre forme d'écriture qui a un succès extraordinaire depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est cette fameuse écriture de la naissance avec la vogue actuelle des albums de naissance ou de manière beaucoup plus libre, la prolifération d'écrits sur d'autres supports, agenda, carnet, cahier. Vous avez sans doute vu ces albums de naissance, ou l'album de bébé, hein, qui existent dans tous les pays au monde, et qui sont à la fois des albums de photos, des carnets de santé un petit peu aussi, et des autobiographies, puisque c'est le bébé qui est le sujet de l'énonciation, qui est censé écrire son autobiographie avec la main de sa mère. Hein. Et ces cahiers, ces albums, dans ces cahiers, les mères racontent les 3 premières années de l'existence de leur bébé, en y consacrant avec plaisir beaucoup de temps et d'énergie, aussi bien dans la sélection des photos que dans la rédaction des légendes suscitées par les cadres vides prévus par les éditeurs. Et l'écriture des mères, puisque d'après une enquête qui a été faite par des étudiantes et par moi-même, ces albums sont écrits à 99% par les mères. Et elles y consacrent pas mal de temps. Ce sont les seules écritures que les mères s'autorisent au moment de la naissance de leurs enfants, parce qu'elles estiment qu'elles ont passé l'âge d'écrire leur journal intime, écriture associée aux rêveries amoureuses de l'adolescence. Donc ni journal intime, ni autobiographie de bilan, ni correspondance amicale, tout se passe comme si l'écriture de la naissance était la seule forme d'écriture de soi autorisée à l'âge de la maternité. Il s'agit d'une écriture de mère, pas seulement parce que les mères en sont quasiment exclusivement les auteurs, mais aussi parce que ces écrits ne livrent rien d'intime sur la mère en tant qu'individu. Il n'existe pas d'album de maman qui solliciterait l'expression de soi sur la grossesse et l'accouchement. C'est donc une écriture exclusivement réductible à un discours sur l'enfant, comme si mère et enfant formaient un couple indifférencié, impression renforcée par l'ambiguïté du sujet de l'énonciation, puisque c'est « je suis né, mon papa et ma maman », etc. Et elle constate elle-même avec culpabilité qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à remplir l'album de leur premier enfant que celui de leur cadet.
Ces écrits apparaissent donc comme ceux de la première maternité, qui non seulement représente une expérience personnelle, nouvelle, bouleversante, dont tous les albums témoignent, mais institue pour les femmes, aujourd'hui comme hier, plus encore que le mariage, bien plus que le mariage, le véritable passage d'un statut social à un autre. Il existe donc le temps du journal intime, celui des classeurs d'anthologie, etc., les cahiers d'amitié, de la correspondance, le temps des lettres d'amour, celui des albums de naissance, et enfin, maintenant se développe une écriture des personnes âgées, des grands-mères, celui des souvenirs et de l'histoire familiale. Or, sauf exception liée à une prédilection personnelle pour l'écriture de soi, là je ne parle évidemment pas des gens qui écrivent leur journal toute leur vie, 8% des Français, 10% de femmes, 6% d'hommes, d'après les statistiques. Chacune de ces écritures, ce qui est remarquable, exclut la précédente, comme si elle devait exprimer des temps féminins antagoniques, marqués par quelques passages essentiels, définissant chacun les différentes étapes de la production d'une identité féminine. Cela confirme la force des modèles identitaires anciens, mis en évidence pour les sociétés paysannes par Yvonne Verdier, qui a développé cette analyse des états de femmes, fait de temps successifs et discontinus. Je pense que tous ces mots sont importants. Celui de la jeune fille, de l'épouse, de la mère, associés chacun à une écriture particulière, exprimant des subjectivités différentes. Déplacer ou inverser les temps de la vie, faire l'amoureuse au temps de la maternité, et pire encore, au temps de la ménopause, c'est d'ailleurs dans l'étiologie populaire manifester une forme de folie proprement féminine. Les écritures ordinaires que nous avons analysées sont pratiquées de manière plus intense et surtout abandonnées de manière très consciente comme des formes périmées lorsque l'âge est passé. Notons cependant que si ces écritures confirment la force des modèles anciens, elles révèlent aussi à leur façon les changements contemporains relatifs à la sexualité, au mariage et au célibat. Je ne peux pas développer ici ce point que j'ai développé ailleurs, mais on peut signaler la fréquence de l'écriture de soi chez les femmes qui vivent seules, qui vivent en solo. Un quart des femmes aujourd'hui en âge de se marier vivent seules, de 21 à 44 ans, déclarées ne pas vivre en couple. Et ces femmes-là, justement, écrivent particulièrement souvent. Si l'on revient donc à ma question de départ, celle de l'identification des formes invisibles de la production des identités sexuées dans les sociétés occidentales contemporaines, on peut formuler plusieurs remarques qui, loin de prétendre conclure, ont au contraire pour ambition d'ouvrir des pistes de recherche pluridisciplinaires. La première concerne l'analyse de ces écritures comme des sortes de rites de passage. En effet, elle vise moins à produire de la singularité, pourtant c'est une écriture de soi, qu'une définition de soi fondée sur la ressemblance et l'appartenance collective. Faire comme les pères, comme les autres. Les écritures de filles, on l'a vu, contribuent d'abord à fonder une appartenance de sexe, d'âge et de statut. Action rituelle marquée par la manière très particulière dont on s'en sépare, on l'a vu. Action collective dont les formes sont étroitement liées aux âges, ou pour être même plus précis dans nos sociétés, aux classes scolaires, de l'institution scolaire, car ces dernières marquent plus nettement encore le passage d'un âge à l'autre. Il semble que les filles abandonnent la tenue du journal intime et les classeurs de stars entre la classe de 4e et la classe de 3e. Et les filles elles disent très clairement, c'est fini, ça c'était l'année dernière quand j'étais en 4e. Donc je pense que dans nos sociétés, le passage d'une classe à l'autre est tout à fait déterminant. De même que les lieux de production, deuxième remarque, de même que les lieux de production du féminin et du masculin varient dans l'espace des différentes sociétés, ils changent au cours de l'histoire, ce qui interdit évidemment d'imputer les pratiques sexuées à une quelconque nature ou à une psychologie qui serait propre à chaque sexe. Le journal intime, par exemple, a une histoire que Philippe le Jeune a retracée dans une enquête passionnante. On sait très bien à quel moment il est apparu et comment il a été une injonction faite aux filles par leur directeur de conscience dans une représentation religieuse de l'examen de l'âme. Donc, on sait que c'est né dans les milieux aristocratiques à la fin du XVIIIe siècle. Et bon.
Et petit à petit, ça s'est démocratisé. Troisième remarque, l'identification des lieux de production des identités sexuées pose toujours la question de l'autre sexe, et ils sont en relation d'interdépendance et de hiérarchie. Qu'en est-il, par exemple, du rapport des garçons à l'écriture de soi ? Face aux écritures domestiques dominées par les femmes, les garçons de la famille développeraient une identification négative, selon l'expression du sociologue Bernard Lahire, ne pas faire comme ma mère ou comme ma sœur parce que je suis un garçon. Dans la mesure où l'écrit domestique est identifié comme une activité féminine, les garçons, surtout dans les classes populaires, construiraient leur personnalité à travers la résistance plus ou moins marquée socialement à l'écrit. Cette analyse, qui ouvre des perspectives nouvelles pour les sociologues de l'éducation, surestime, me semble-t-il, les effets de la socialisation familiale, au détriment de celle du groupe des pairs. En effet, l'enquête déjà évoquée sur les activités d'écriture dans les différents collèges de l'Académie de Caen, ou de Rouen, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, révèle un fait significatif. À la question « Avez-vous déjà tenu un journal intime ?», 25% des garçons de 6e répondent « Oui », mais ils ne sont plus que 7% lorsqu'ils sont en classe de 3e, alors qu'on devrait évidemment trouver le même chiffre. Ça veut dire que quand on a 14 ou 15 ans, il devient intenable pour un garçon d'avouer une pratique qu'on déclare sans état d'âme quand on a 10 ans ou 11 ans. Au-delà des pratiques, cette enquête reflète aussi le discours sur les pratiques. Vous voyez ici un mensonge révélateur des représentations masculines adolescentes qui les conduit à dénier une pratique trop marquée du côté des filles. On le voit, masculin et féminin ne sont pas affectés de la même valeur. Les filles qui s'aventurent sur le terrain des garçons ne sont pas aussi sévèrement renvoyées à leur statut sexué que les garçons qui développent des activités féminines. La virilité se construit dans une mise à l'écart délibérée du féminin, et cela d'autant plus qu'on appartient aux classes populaires. Il est plus difficile pour un garçon de s'investir dans la danse classique, par exemple, que pour une fille de devenir une athlète de haut niveau, parce que le garçon doit se confronter au sarcasme de ses pairs, qui développent surtout en groupe une culture du mépris des femmes et du féminin, alors que l'inverse n'est pas vrai. On voit ce que ces recherches doivent à la tradition disciplinaire de l'anthropologie, je vais terminer là-dessus, qui, pour sa part, ne s'est guère intéressée aux enfants. C'est ainsi qu'il y a un article qui était paru dans Terrain, je me souviens, il y a quelques années, d'un anthropologue américain, dont je ne me souviens plus du nom, qui s'intitulait « Pourquoi les anthropologues n'aiment pas les enfants ?» Parce qu'ils étudiaient assez peu ce que font les enfants. En revanche, les sociologues, eux, et je n'ai pas le temps de développer, c'est dommage, mais le groupe auquel je viens de participer dans le cadre d'une ANR, le groupe de recherche sur la socialisation corporelle sexuée des petits garçons et des petites filles, vient de terminer ses travaux depuis 2 mois. Et si vous voulez, ce qui a été fait, c'est d'essayer de repérer tout ce qui concerne le corps de l'enfant à travers des entretiens menés sur les pratiques sportives et les loisirs de son père, de sa mère, dans sa propre vie, ce qu'il fait faire à son enfant, fille, garçon, comment il accompagne ou pas cet enfant dans cette activité sportive ou pas. Toutes sortes aussi de questions sur l'apparence corporelle, comment l'enfant s'habille, comment il est habillé par ses parents, etc. etc. Il y a toute une partie sur l'alimentation qu'on n'a pas pu mener, mais qui devrait faire partie aussi de... Et qui nous permet, si vous voulez, en faisant des entretiens, en faisant aussi beaucoup d'observations dans les cours de récréation, dans les jeux, dans les loisirs, de voir au plus près comment se transmettent les normes de genre, et donc comment elles sont, comment l'enfant est socialisé, parce que l'enfant lui-même est actif, car il reçoit souvent des normes sexuées divergentes de la part de son instituteur, de la part de sa mère, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère. Et donc il fait avec tout ça, et c'est très intéressant d'arriver à aller de plus en plus près dans la définition ou dans l'observation de qu'est-ce que donne un type d'éducation dans tel ou tel milieu social, et comment finalement se reproduisent les normes de genre, ou au contraire comment il s'invente, et l'enfant invente lui-même une manière d'être. Et il me semble que ces études vont nous apporter beaucoup
pour mieux se comprendre nous-mêmes déjà. Comment est-ce que je suis celui que je suis, ou celle que je suis, et pour comprendre comment, tout à fait inconsciemment, sans s'en rendre compte souvent, nous transmettons par une manière d'être, par une petite injonction, par une petite prescription, par l'exemple que l'on donne à nos propres enfants. Donc nous transmettons plus ou moins activement les normes sociales qui sont définies de manière large sur ce que doit être une fille ou ce que doit être un garçon dans nos sociétés. Voilà, je vous remercie.